propose peut-être de rentrer dans le vif du sujet pour voir comment prendre en main notre destin data quand on voit que les initiatives publiques, tous anti-Covid, le F-Data Hub en particulier, sont sujettes à caution ou à polémique, et la plupart des privés se sont heurtés à la difficulté d'accéder aux données. J'aimerais voir avec vous ce qu'il faut mettre en œuvre pour mieux anticiper et prévenir peut-être les prochaines crises. Mais avant cela, j'aimerais poser à chacun de nos grands témoins la même question qu'à ceux qui étaient là avant-hier et hier, à savoir quel a été votre souvenir le plus marquant pendant l'année écoulée. Peut-être juste une remarque, si vous le permettez, même si vous êtes tous aguerris aux visioconférences, ce sera une demande simple d'éteindre votre micro quand vous ne prenez pas la parole. Stéphanie Combe pour commencer, ensuite Adèle et Stéphanie Trang, Guillaume puis Charlotte. Quel est votre souvenir le plus marquant de l'année écoulée? Stéphanie, merci d'être là ce matin. Bonjour, merci de m'avoir proposé de me joindre à vous. Dans les usages qu'on a pu observer des données de santé l'année dernière, celui qui est probablement pour moi le plus intéressant à mettre en avant, mais il y en a énormément, c'est la mise en place du système d'information de dépistage, qui est aussi connu sous le nom de SIDEP. Et qui permet de faire remonter les résultats d'analyse biologique des dépistages dans une base qui a permis à la fois de produire des chiffres de suivi de l'épidémie, mais qui va aussi permettre, c'est pour ça que ça nous intéresse côté F-Data, de faire des recherches en étant appariés, donc associés à d'autres sources de données, notamment celle de l'assurance maladie. Pourquoi est-ce que je pense que c'est vraiment intéressant? Parce que c'est quelque chose que ça fait des années que les acteurs de l'écosystème souhaitent enrichir la base de l'assurance maladie qui est uniquement médico-administrative avec des données cliniques. C'est une super occasion de le faire sur le champ de la Covid, mais demain, il faudra absolument capitaliser sur cet effort et élargir ce système d'information à d'autres pathologies. On aurait alors une base d'un intérêt stratégique majeur pour la recherche, avec des résultats d'analyse biologique pour les grandes pathologies, plus les données de consommation de soins de l'assurance maladie. Merci, c'est clair, net, et on va tâcher de se mettre dans ce tempo, ne serait-ce que parce que vous êtes nombreux aussi ce matin. Adèle. Alors bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais emboîter le pas à ce que disait Stéphanie juste avant. En fait, il y a un usage qui a été extrêmement intéressant, je trouve, durant la pandémie, c'est vraiment cette capacité à la mise à disposition de données. Dans tout ce qui a été open data, mise à disposition de données autour du Covid ou de la Covid, je ne rentrerai pas dans ce débat linguistique. Mais typiquement, on a vu une déferlante de données autour de la Covid-19. Je pense notamment à des trackers qui ont été mis à disposition, à des dashboards. Donc, on a tous vu les super graphes de l'université de Johns Hopkins qui mettaient à disposition toutes les données des cas. Je pense aussi à Covid Tracker aussi, qui a mis à disposition pas mal d'informations. L'enjeu, il a été surtout, et ça a été un effort beaucoup des institutions, de mettre à disposition de manière transparente un certain nombre de données agrégées. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait au niveau français de manière beaucoup plus forte que d'autres pays européens ou d'autres pays dans le monde. Donc, il y a cette mise à disposition de ces données-là qui a beaucoup accéléré la recherche. Notamment autour des croisements de données. Je pense notamment aux travaux qui ont été menés par le professeur Antoine Flao, qui, j'ai cru comprendre, a été invité dans une des tables rondes de cette semaine, notamment des croisements de données autour des données des cas, par exemple, et des données de mobilité. Je pense notamment à ce qu'a mis à disposition Orange, le groupe Orange à l'INSERM, qui permettait d'avoir une prédiction, entre guillemets, de l'évolution court terme de l'épidémie. Donc c'est à la fois cette mise à disposition de données en open et puis la possibilité pour les chercheurs de croiser ces données-là avec d'autres typologies de données qui ont permis aussi d'amener de la valeur dans la compréhension de l'épidémie. Merci Adèle. Stéphanie Trang. Alors hier on avait beaucoup de David, ce matin c'est Stéphanie qui a gagné. Stéphanie. Merci David pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi ce matin, ce dont je vais parler, c'est d'un cas d'usage concret, celui de Hawkin, parce que en fait, pour le rappeler, donc AI for Health, l'initiative d'écosystème que je dirige, on rassemble à peu près 200 membres aujourd'hui depuis 3 ans sur les sujets d'intelligence artificielle et donc a fortiori données, puisque pour faire de l'IA, il faut de la donnée, et de santé. Donc, on rassemble des startups, des industriels, des acteurs surtout privés
et publique. Donc, c'est une initiative tech pour la santé. Et dans ce cadre-là, moi, je vais plutôt parler de cas d'usage qui m'ont marqué, et surtout celui de Hawkin, parce que ça a été un consortium, donc Scancovia, on va reparler du Covid, et je rejoins le propos sur les données de Adèle et Stéphanie, mais c'est un projet qui a permis vraiment de prédire, grâce à un algorithme d'apprentissage, les risques d'aggravation des patients liés au Covid. Et donc, ils ont fait ce papier scientifique en l'espace de 3 mois. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que le consortium, c'est quand même Hawkin, l'IGR, donc l'Institut Gustave Roussy, mené donc par Étienne Benjebar et Nathalie Lasso. Et Nathalie Lasso, ça fait 30 ans qu'elle est quand même en médecine et radiologue. Et elle nous a dit en 30 ans, elle n'a jamais vécu ça de sa vie, que ce soit en termes de flux de patients qui arrivaient au bloc, et surtout en termes d'expérience. C'est-à-dire qu'en l'espace de 3 mois, ce papier scientifique a été produit avec l'INRIA, la PHP, donc Hawkin et l'IGR. Il faut savoir qu'on parle d'une start-up de l'Institut Gustave Roussy, l'INRIA, donc institution, et la PHP, le Kremlin-Bicêtre. Donc voilà, ça m'a marqué parce que c'est vraiment une opération que je veux saluer, et c'est le message de l'initiative que je porte, c'est travaillons toujours plus et accélérons en écosystème. Alors Guillaume, je sais que c'est pas cool d'arriver en 4e sur un souvenir le plus marquant dans une telle table ronde, mais il faut se dire qu'il y a une 5e d'ailleurs. Guillaume. Merci David, bonjour à tous. Écoutez, déjà très aligné sur ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai pas bien entendu, il y a plein d'initiatives qui pourraient être mises à l'honneur et être citées. Ce que je voulais mentionner, c'est 2 observations et j'allais dire 2 enseignements sur la période passée. C'est déjà que avant la période de Covid, la data, l'IA au sens général, pas que dans la santé, était souvent vue comme très prenante sur nos vies quotidiennes. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est que après 50 ans d'informatique, on était dans la data descriptive. L'année qui vient de passer montre facilement qu'aujourd'hui, on peut arriver sur la data temps réel, la data prédictive. Et ça, je crois qu'il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le grand public avait la notion que le monde de la data était souvent très prenant sur nos activités personnelles. Non, aujourd'hui, la data peut servir au bien des organisations, au bien des pays, au bien de la santé, bien entendu avec toutes les réserves de prudence et de confidentialité nécessaires. Néanmoins, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement que je voulais citer, c'est effectivement la collaboration. Moi, j'étais ravi de participer à quelques hackathons. J'ai lancé quelques initiatives. J'ai eu beaucoup de data scientists avec qui je travaille qui sont approchés de la PHP, de beaucoup d'organisations. Et je crois qu'aussi, ce qu'on peut dire, c'est à l'image de ces soignants extraordinaires qu'on tenu, notamment pendant le premier confinement, c'est-à-dire ce qui a beaucoup très marquant, c'est la data, la collaboration au service de gens qui collaborent aux plus nécessiteux et souvent dans des conditions pas toujours faciles. Et c'était marrant de voir que on pouvait mélanger à la fois des gens qui étaient la journée, je dirais, dans un monde de soignants et qui passaient une partie de la nuit dans un monde de data, essayer de créer des nouvelles solutions. Donc moi, c'est ça qui est les 2 enseignements que je voulais dire. Merci Guillaume. Charlotte, un souvenir marquant? Bonjour à tous, merci David, merci de me laisser la possibilité d'être la dernière, donc je vais essayer d'être finalement entre guillemets. Exactement, le souvenir de la crise. Alors pour sortir de ce que vous venez tous de dire et qui est très intéressant sur ce qui s'est passé dans l'écosystème, moi, ce qui finalement m'aura le plus marqué, c'est le constat que tout un chacun, de nombreux acteurs qui sont hors de cet écosystème ont souhaité manipuler de la donnée de santé. Nous, pendant la crise, on nous a présenté des tonnes de projets. Alors, on a été consultés, donc j'imagine que toutes les entreprises ne l'ont pas fait et ne se sont peut-être pas posé les questions de la conformité de ce qu'ils envisageaient de faire à la réglementation. Mais très souvent, à la manière un peu de Monsieur Jourdain, beaucoup d'employeurs, beaucoup d'entreprises, dans un souci assez louable d'essayer de limiter l'impact de la crise sur leurs salariés, sur les personnes qui visitaient leurs locaux, par exemple, avaient des tonnes de projets, avaient des tonnes d'idées. Sans aller dans des données très profondes ou très
à grande valeur ajoutée, ont souhaité utiliser des données de santé en essayant de mettre en place ce que la CNIL appelle le fameux solutionnisme technologique, en se disant la technologie pourra tout pour nous. Et puis, au final, on le voit bien, la montagne a souvent accouché d'une souris dans ces projets hors écosystème. Il y a beaucoup de projets qui ont fait pchit, notamment suite au lever de bouclier, soit de la CNIL, soit aux réserves qui ont pu être faites par les DPO dans les entreprises ou par exemple par nous également. Je dirais que l'application Stop Covid, devenue tous anti-Covid aussi, a fait un peu pchit. Je ne sais pas si hier je faisais je regardais parce que je fais partie des quelques millions de personnes qui l'ont téléchargé. Je voyais qu'à peu près un peu plus de 100 000 personnes avaient été contactées grâce à l'application depuis le mois de juin. Alors que hier, je crois, il y avait 30 000 nouveaux cas qui avaient été détectés. Donc, en termes d'efficacité, on va en parler tout de suite, les freins qui sont liés à l'utilisation de la donnée personnelle de santé, qui sont là pour nous protéger tous, ont sans doute aussi été des freins au développement de ces technologies. Alors, puisque vous citez M. Jourdain, innover, il en restera toujours quelque chose, si je puis le paraphraser ainsi. Par chance, tout n'a pas fait pchit. Il y a quand même des progrès à peine croyables au point de prédire et d'anticiper la progression du virus, de tracer ses effets secondaires, de prédire le flux aux urgences, d'effectuer bientôt des autodiagnostics, si j'en crois les propos du patron de Microsoft cette semaine avec des chatbots, de modéliser des essais cliniques. Et c'est la question que j'aimerais poser à chacun d'entre vous. Est-ce que la crainte de la dictature sanitaire ne passe pas aussi par l'omniprésence numérique présentée peut-être trop rapidement parfois comme un sésame? Et on l'a bien vu, des initiatives, notamment quand elles sont publiques ou de la part de grands groupes, sont immédiatement suspectes. Et j'aimerais me tourner en premier lieu vers Stéphanie, qui a été payée pour le vivre à la tête du Health Data Hub. Comment on lève les freins et comment on inspire confiance aux Français, ne serait-ce que pour qu'on puisse utiliser leurs données pour mieux les soigner? Alors, donc effectivement, le Health Data Hub a fait l'objet d'une polémique qui dure, notamment par le biais du recours à un prestataire étranger qui est Microsoft pour notre plateforme technologique. Je pourrais peut-être prendre juste une minute pour rappeler à ceux qui ne le sauraient pas ce qu'est le Health Data Hub. Donc, le Health Data Hub, c'est une structure qui a été créée fin 2019 dans la lignée de l'Institut national des données de santé qui existait déjà, qui est une petite administration qui avait été créée en 2016 pour accompagner des porteurs de projets qui cherchent à réutiliser des données de santé pour des projets d'intérêt général. L'idée nouvelle avec le Health Data Hub, c'est de ne pas restreindre l'accompagnement à la partie réglementaire, qui est très importante, puisque comme ça a pu être dit précédemment, il faut vérifier la conformité de ce qu'on veut faire, et ça nécessite un certain engagement des acteurs, avec un certain nombre de difficultés, parce que le sujet est complexe, notamment si vous voulez mobiliser différentes sources de données. Donc tout cet accompagnement est nécessaire pour monter un dossier de demande d'autorisation à traiter des données auprès de la CNIL, qui est la seule habilité à autoriser ces traitements. Mais même avec votre autorisation, vous êtes parfois un peu démunis pour savoir où vous allez pouvoir traiter des données, avec quelle technologie, et tous les dépositaires de données de santé, des établissements de santé par exemple, ou des porteurs de cohortes, ne sont pas non plus parfois capables de mettre à disposition avec les outils technologiques à l'état de l'art pour permettre notamment des usages d'intelligence artificielle. Donc l'idée du Health Data Hub, c'est pas obligatoire, mais pour les acteurs que ça intéresserait, de leur mettre à disposition ces ressources technologiques pour la réalisation de leurs projets. Ce qu'on fait aujourd'hui avec un certain nombre de projets pilotes, en attendant d'ouvrir nos services à tous, quand on aura un tout petit peu de recul sur la qualité de service, puisqu'on a un peu plus d'1 an, donc on en est encore au démarrage. Donc effectivement, le recours à Microsoft a fait couler beaucoup d'encre. Alors, je distinguerai quand même deux choses. Je pense qu'il y a un sujet autour du numérique d'une manière générale, et peut-être que d'autres personnes autour de cette table pourraient revenir avec d'autres retours d'expérience. Et je pense qu'il est nécessaire de faire de la vulgarisation d'une part,
Et d'autre part, je dirais de faire appel à des experts du numérique pour parler de numérique. Moi, je suis un petit peu interpellée. Je ne me permettrai pas, par exemple, de dire comment on doit opérer un cancer du foie. J'en ai pas la moindre idée. Et j'ai l'impression que le numérique, c'est un sujet sur lequel tout le monde a un avis. Et en fait, c'est assez nocif parce que du coup, on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'avoir de compétences pour s'exprimer sur les technologies. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens me dire, vous auriez pu faire comme ci, vous auriez pu faire comme ça, sans avoir même lu les spécifications techniques de notre projet. Donc ça, je pense que c'est assez nocif. Mais ce n'est pas vraiment la question que vous posez, c'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas l'opinion publique, c'est plutôt un écosystème de la tech où parce qu'on travaille dans la technique, on peut s'exprimer sur tous les enjeux techniques, ou parce qu'on travaille dans le droit, on peut s'exprimer sur tous les droits. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. S'agissant de l'opinion publique, il y a quand même un enjeu très fort côté Health Data Hub et pour pas mal d'autres applications, comme Tous Anti-Covid évidemment. Et là, je pense qu'il faut mettre en avant les bénéfices des outils qu'on crée. Moi, je suis ingénieure de formation, donc ça m'intéresse l'aspect technique, mais je réalise bien qu'en réalité, c'est vraiment la finalité, à quoi ça va servir. Les données de santé, c'est quand même quelque chose d'assez abstrait. Je pense que la crise sanitaire a un peu vulgarisé le concept, mais on prend quelqu'un dans la rue, je ne suis pas certaine qu'ils comprennent parfaitement quel est le cycle de vie de la donnée de santé qu'ils génèrent quand ils vont chez le médecin ou à travers une application. Donc, il faudrait vraiment qu'on fasse des efforts pour mettre en avant des résultats très concrets de comment ça améliore la qualité des soins d'une part. Et je pense, dernier point, je ne veux pas faire trop long, qu'il y a un enjeu aussi à ne pas voir, et ça peut-être que c'est français, que les risques à faire, c'est-à-dire en traitant les données, on prend des risques nécessairement, mais on a quand même un certain nombre de garanties qui sont mises en face pour traiter ces données correctement. Mais à ne rien faire, on prend également des risques, c'est-à-dire que les applications, elles seront développées de toute manière par d'autres, aux États-Unis, en Chine, et elles arriveront sur notre marché à un moment donné, et on n'aura peut-être pas du tout la maîtrise de comment elles ont été développées si elles ne viennent pas du marché français. Donc je pense qu'il faut aussi prendre conscience que ça va très très vite, cet écosystème de la technologie, et que si on ne fait rien ou si on ne développe pas les innovations nous-mêmes, elles seront développées ailleurs. On avait vu avec Antoine Flahault mardi les initiatives prises à Genève avec aussi l'école polytechnique de Lausanne, et effectivement une difficulté qui d'ailleurs va au-delà des frontières de notre pays et qui sont européennes, hein, pour faire simple, à quelques rares exceptions. Après, il n'est pas illogique que des personnes qui ont ce petit appareil dans leur poche puissent aussi émettre un avis et y avoir des craintes, surtout quand il y a plus de puissance dans cet appareil qu'il y en avait dans les premières fusées qui envoyaient des hommes sur la Lune. Alors de là à dire comment il faudrait opérer, je suis d'accord. Mais néanmoins, le fait d'avoir aussi beaucoup de médecins ou de pseudo-spécialistes qui se sont invités sur des plateaux a aussi libéré un peu la parole et donc l'imagination. Et c'était tout l'objet de notre table ronde hier. Je voudrais me tourner vers Adèle, qui lui n'est pas exactement dans le même modèle, puisque pour faire simple, à partir de données distribués sur les réseaux sociaux, du moins postés tels des cailloux blancs par les internautes, il en extrait des modèles et des analyses qui sont confiés ensuite soit à des laboratoires ou des hôpitaux pour améliorer leur propre qualité de service. Adèle, est-ce qu'on est sûr que ces citoyens confieraient aussi volontiers leurs données s'ils savaient ce qu'on en faisait derrière? Et comment on se prémunit de cela du point de vue de l'usage, hein. Je ne parle pas du tout du réglementaire, pas encore à ce stade-là, mais je suis sûr que Charlotte aura d'ailleurs des questions à ce sujet. C'est ce que j'allais dire. Je pense que Charlotte sera plus experte sur ces réponses-là. Toutefois, moi, je fais le lien avec ce que disait Stéphanie. C'est assez. Alors, ça permet de tempérer le premier point que j'essaie de partager au tout début sur le partage de données et l'ouverture des données. On a eu aussi en parallèle une explosion de l'effet de Dunning-Kruger. Donc cette capacité à avoir une hyper confiance en ses compétences et ses capacités d'analyse. Donc typiquement ce que décrivait Stéphanie juste avant, c'est exactement ce qu'on arrive à percevoir sur les réseaux sociaux. Je pense que si on prend un peu de recul autour de cette méfiance autour de l'utilisation des données de santé, de ce que nous avons perçu dans nos analyses, on a beaucoup travaillé sur la désinformation sur différents sujets, donc la vaccination, le port du masque, la création du virus dans le laboratoire Wuhan, etc. Et on se rend compte que l'origine de tous ces phénomènes-là
sans quand même baser sur une défiance généralisée autour du gouvernement, du fait qu'on nous cache des choses, qu'il y a tout un complot international, etc. Bref, tout ça fait qu'on a une certaine défiance naturelle. Alors, je ne veux pas caricaturer, ce n'est pas l'ensemble des personnes qui ont des réticences à l'utilisation de ce type de données qui sont forcément complotistes, etc. Mais en tout cas, on a une part de citoyens qui sont dans ce phénomène-là. Je pense que cette défiance généralisée, elle a aussi été, en tout cas au tout début de l'épidémie, elle a aussi été alimentée par une communication institutionnelle un peu bancale. Je pense notamment aux premiers éléments qui ont été sur le port du masque, où on a expliqué que ça ne servait à rien, et puis 2 semaines plus tard, on explique que finalement c'est une obligation de port de masque vers laquelle on s'achemine. Il y a ces notions-là, mais si je reviens sur notre sujet du jour autour des traitements de données, je pense qu'il y a une notion qui est assez ambivalente. C'est que je suis quasi certain, malgré la défiance qu'on peut avoir vis-à-vis des GAFA, je suis quasi certain que si Stop Covid a été une solution mise à disposition par Google ou Facebook, il y aurait eu une adoption un peu plus importante que si c'est porté par le gouvernement. Alors, je n'ai pas de preuves scientifiques pour amener ça, mais on se rend compte dès les premières communications institutionnelles que sur les réseaux sociaux, on a eu, et on a fait ce travail-là, notamment pour les équipes de Santé publique France, on a eu un rejet total de la solution, malgré toutes les mises à disposition d'informations, malgré la transparence. On sait que, par exemple, une partie du code informatique de Tous Anti-Covid a été mise à disposition. Pour autant, ça n'a eu aucun effet. Ceux qui n'étaient pas convaincus n'ont pas eu de changement de comportement, et ceux qui étaient hésitants n'ont pas non plus ne sont pas passés non plus à une utilisation massive de Stop Covid. Si je résume, je pense qu'il y a en effet ce que disait Stéphanie sur la vulgarisation. Aujourd'hui, on manque de culture data. Le citoyen lambda, la donnée, ça ne lui parle pas. Un post Facebook, il comprend ce que c'est. Par contre, le fait que c'est une donnée en soi et qu'on peut la réutiliser pour des usages différents, ce n'est pas quelque chose qui est assez naturel pour tout le monde. Et puis, je pense qu'il y a aussi une communication institutionnelle qui doit se baser sur l'usage, ce qui est de plus en plus fait, qui est intéressant à beaucoup pousser, mais avec cette importante dimension de culture et de vulgarisation qu'on doit mettre à disposition des citoyens. Stéphanie Trang, comment on promeut et propage cette culture de la donnée? Oula, c'est une question très compliquée, sachant que c'est quand même pas une grande réussite en France déjà sur ce qui se passe, notamment de par les propos de Stéphanie et Adèle. Mais merci quand même pour cette question. Je pense que nous, chez AI for Health Impact IA, ce qu'on fait, c'est que l'idée, justement, c'est de démocratiser. Désolée d'en parler comme ça, je ne sais pas du tout pour faire de la promotion, mais c'est vraiment comme c'est de l'engagement et que moi, je le fais avec passion et ferveur. Je suis obligée d'en parler quand même de nos actions. Et je rejoins totalement le propos de la vulgarisation, encore une fois, mais honnêtement, qui aujourd'hui a un DMP? Je ne sais pas, c'est dommage, hein, il n'y a pas d'audience, donc on ne peut pas lever la main, mais moi j'en ai un. Et j'ai été, je pense, une des premières à m'être inscrite, mais il ne s'est rien passé depuis mon inscription sur ce DMP. Donc DMP, dossier médical partagé. Voilà. Donc en 2022, il me semble qu'il va y avoir un carnet numérique de santé qui va sortir. Comment on va faire pour que ça soit un succès? Moi, c'est ma grande question aujourd'hui. Donc, au-delà de parler de données de santé, c'est déjà de parler aussi d'outils. Donc, comment on peut, notamment, donc, à la fois faire de la vulgarisation scientifique. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire en mettant en avant des cas d'usage liés effectivement à l'intelligence artificielle, mais ça va avec les données et parce que pour moi, c'est important de se dire, bon, aujourd'hui, il y a des cas d'application qui sont minimes, des cas d'usage, et comme on dit, on ne va pas faire de l'IA pour faire de l'IA, c'est un moyen. Mais quels sont les vrais cas d'usage? Donc déjà, les cas d'usage, c'est quels sont les besoins, comment on peut appliquer. Donc cette culture, donc on essaie de la faire via donc nos événements, évidemment, notre sommet l'année dernière qu'on a pivoté en 100% digital. Ça a été très douloureux l'année dernière, hein, pour la petite info pour nous. Et puis donc fort quand même de ce succès de ce sommet où on a rassemblé 2300 personnes, déjà on se dit bon voilà, ça c'est une première étape. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui est entre nous. Il y a encore un entre-soi, il y a le côté
en France, désolé de parler comme ça, hein, mais il y a le côté chacun fait dans son coin. Puis si on n'est pas d'accord, moi je vais créer ma propre association, ma propre initiative, et nous aussi on en fait partie hein, quelque part. Mais comment on fait pour aussi rassembler et avoir un socle commun en termes de solidarité? C'est pas juste Paris, la capitale, et les territoires à côté. Donc déjà, il y a aussi le tour de la France sur ces sujets-là. Comment on donne des moyens. Alors déjà, la question de la formation et de l'éducation, c'est très compliqué en France aussi. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais c'est compliqué. Donc, et je vais arrêter de dire que c'est compliqué parce que je suis quand même optimiste. Sinon, je ne ferai pas tout ce que je fais et je ne serai pas là. Mais on a besoin d'avoir un sentiment aussi au niveau de, pas de défiance, mais de confiance. Et clairement, tout manque de pédagogie. Par exemple, on dit Stop Covid, ça n'a pas marché. Mais je n'ai, enfin, après j'ai pas trop le temps non plus, hein, mais je n'ai pas trop regardé autour de moi s'il y avait des propos qui disaient mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi en France ça n'a pas marché, tout simplement. Alors je sais pas si c'est effectivement Facebook ou si Google l'avait fait, ça aurait marché, mais on n'explique pas assez aux citoyens aussi à quoi ça va servir, pourquoi on le fait. Regardons tout ce qui s'est passé avec la pandémie. Alors, le gouvernement, je ne vais pas lui mettre des bâtons, enfin, je ne vais pas taper dessus parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui ont pu mieux gérer, à part Taïwan, mais c'est quand même des institutions où on s'attend, en tant que gouvernement, d'avoir de la pédagogie auprès des citoyens. Et de toute manière, c'est symptomatique aussi. On fait très peu de prévention santé, par exemple. C'est très compliqué, la prévention santé en Europe. À part dire on doit manger 5 fruits et légumes par jour, on n'explique même pas pourquoi, en fait. Enfin, moi-même, je ne sais pas pourquoi, donc je ne le fais pas, d'ailleurs. Donc, pour la petite info. Donc, voilà, comment donner cette culture? Donc, c'est en menant, je pense, des actions comme on mène, et comme vous menez très bien aussi chez la Villa Numéris, c'est de faire ce type de discussion, de débat entre nous, et de se dire comment on fait pour... Chacun on a son point de vue, mais comment on mène des actions concrètes. Et donc nous, on essaye justement, sur le DMP, on a fait un workshop avec les députés pour un député, une start-up, quelqu'un du ministère de la Santé, et on a fait venir aussi notre méthode de facilitation avec des post-it. Bon, c'était assez innovant, mais on a fait ressortir on a facilité des recommandations. Je ne sais pas trop si ça va mener à quelque chose, mais en tout cas, on fait notre part de notre petit colibri, on essaye. Mais c'est en ça, et puis je pense que Dominique Pont va aussi mener des actions, et que toute que ce soit Stéphanie, nous autour de la table, ou tous les Olivier Clatz, les Dominique Pont et les Tourneau, enfin tous les gens là dont je parle qui font partie notamment de ce dynamisme pour le meilleur de la santé et le meilleur de la donnée, on va dire, et dans cette vulgarisation, on a un socle fort, des jeunes aussi, des gens dynamiques, et puis je vais arrêter là. Mais voilà, je pense que c'est comme ça, et ça passe aussi par la formation. Et c'est pas parce qu'on est data scientist qu'il faut pas se former au métier, enfin, qu'il faut pas faire un combo avec les métiers, les expertises métiers. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je peux pas parler pendant 2 heures. Oui, surtout que là, on cite des noms et il faut préciser ce qu'ils font. Dominique Pont, c'est un des chantres du numérique en santé, qui travaille d'ailleurs beaucoup avec l'Agence nationale du numérique en santé, qui est notre partenaire. J'aimerais me tourner vers Guillaume, parce qu'on a bien compris, il y a une complexité, c'est compliqué. Parfois même, les acteurs donnent le sentiment de ne pas complètement tout maîtriser, en tout cas être capable de l'expliquer, donc ça ne rassure pas complètement. Il y a une insécurité juridique, on va y revenir aussi avec Charlotte. Un défaut de maîtrise, Stéphanie le mentionnait tout à l'heure, en tout cas de compréhension même. Mais Guillaume, est-ce que finalement tout ce que promet la data et l'intelligence artificielle qui suscite des craintes, parce que quand on dit qu'on peut surveiller absolument tout le monde, ça ne rassure pas. Quand on dit que